fallu que 3 émissions sur le négoce pour qu'il s'attire les foudres et attaques sur sa personne, du fait des révélations et informations exclusives partagées avec les internautes et téléspectateurs. Face aux menaces auxquelles il a été confronté, mon invité de ce jour a d'abord pensé abandonner de réaliser une 4e interview avec nous, mais la cause étant au-dessus de sa modeste personne et son envie d'amener les Africains à se former dans le négoce des matières premières étant au-dessus de toutes ces autres causes, il a décidé de rompre le silence et finalement de nous accorder ce 4e entretien exclusif sans langue de bois dans Entretien avec RT. Tout fraîchement revenu des Seychelles, où il a séjourné plusieurs jours, Ernest Diakouté a une fois de plus accepté notre invitation à terminer notre série de 4 entretiens exclusifs tels que prévu dès le départ et tels que demandés très fortement par vous, chers internautes et téléspectateurs. Installez-vous confortablement. Merci d'être avec nous. Merci de suivre Entretien avec Romaric Tenda. Ernest Diakouté, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, monsieur Romaric Tenda. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre entretien pour d'avoir accepté notre rendez-vous pour cet autre entretien. Alors, après le 3e que nous avons réalisé avec vous, vous avez fait face à de nombreuses menaces, mais également à de nombreuses attaques. D'entrée de jeu, dites-nous, qui vous attaquait et pour quelles raisons voulait-on vous attaquer? Je dirais d'emblée, c'est un véritable plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau et échanger avec vos nombreux téléspectateurs. Dire qui m'attaquait est un peu délicat parce qu'il faut le dire, c'est avec beaucoup d'insistance auprès de nos conseils que j'ai décidé de continuer avec vous parce que la procédure est en cours et il sera difficile pour moi de donner les noms ici. Mais dites-vous que c'est des gros calibres. Les gens qui m'ont attaqué, c'est des très gros calibres. Et pour ceux qui regardent votre émission, ils ne comprendront pas le risque qu'on prend. Parce que c'est un métier qui a été longuement caché, qui a été longuement mis sous l'ombre. Et certaines personnes ou bien certains peuples en ont fait leur chasse gardée. Venir aujourd'hui sur un plateau de télévision, expliquer comment ça fonctionne, naturellement, ne peut qu'attiser de la rancœur. Et j'ai dit dans une édition précédente que nous avons affaire aux gens qui ne rigolent pas avec leurs intérêts. Probablement, vous avez cru que c'est de la blague. Mais dites-vous, c'est des gens assez costauds. Et je ne saurais dire certaines choses parce que la procédure est encore en cours. Et encore en cours. Ouais. Vous préférez rester dans la discrétion. Justement. Mais pour quelles raisons est-ce que vous pensez que fondamentalement on vous attaque? Est-ce que c'est uniquement parce que vous avez décidé de mettre le négoce en plein jour ou c'est parce que dans vos propos, il y a eu des révélations qui sont allées au-delà de la normale? Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote. Je dis souvent que lorsque vous ne connaissez pas quelque chose, elle paraît mystérieuse. Mais une fois que vous la connaissez, elle devient banale. Pour ceux qui sont dans le négoce avec nous, lorsqu'ils nous entendent, lorsqu'ils m'entendent parler, il y a des secrets que je donne. Le citoyen ordinaire n'ayant pas accès, ne sachant pas de quoi il est question, ne comprendra pas. Ça passera de façon banale. Mais ceux qui sont véritablement dans le domaine comprendront que je viens de donner des secrets. Oui. Et il faut dire que dans les émissions précédentes, j'ai dit beaucoup de choses. Ceux qui peuvent comprendre, comprendront probablement à l'instant. Et ceux qui ne pourront pas à l'instant, comprendront plus tard. Et en ce moment, il sera pas forcément, ils ne seront pas en retard, mais ils auront pris beaucoup plus de temps parce que d'office, c'est quelque chose qui est caché. Ouais. D'accord. Alors, on va sauter cette actualité, mais pas la sauter entièrement, et revenir sur une des plus récentes qui vous a marqué. Vous revenez des Seychelles, pays dans lequel vous avez séjourné durant plusieurs jours. Qu'est-ce qui vous a amené là-bas, Ernest Diakouté? Est-ce que c'est parce que vous fuyez les problèmes au Cameroun, ou vous avez eu des démêlés, ou alors c'est parce que vous avez eu d'autres objectifs et intentions d'aller aux Seychelles? Monsieur Romaric Tenda, si vous vous souvenez bien, lors d'une émission ou lors d'un entretien, oui, je vous ai fait savoir que le monde subit une très grande crise en ce moment.
Et les Africains feraient mieux de développer une stratégie marketing à la destination des Russes, des oligarques des Russes qui sont en train d'être pourchassés en Europe. Je ne vais pas aux Seychelles pour le plaisir. Non, je ne vais pas en vacances. Déjà que quand je vais en vacances, c'est dans la discrétion totale. J'allais aux Seychelles pour 3 bonnes raisons. La première raison, j'allais en prospection, j'allais en repérage, parce que nous avons un séminaire international d'un très haut niveau que nous organisons aux Seychelles du 14 au 20 octobre. Je rappelle que ce séminaire n'est pas accessible à tous. Avoir de l'argent ne suffit pas. Nous avons besoin de la motivation. On veut savoir que celui qui vient recevoir ce cours est préparé. Oui. Est-ce qu'il est prêt à affronter les risques? Parce que je suis en ce moment poursuivi pour des propos que j'ai employés, pour des secrets que j'ai mis dehors. Est-ce que ceux qui viendront seront prêts à affronter ce risque? Est-ce qu'ils seront prêts à affronter ce monde? Il fallait que j'aille déjà préparer, que j'aille pour la prospection, j'aille voir le lieu d'habitation, le lieu d'hébergement, préparer les salles de formation, les lieux touristiques, préparer toute la logistique nécessaire. Pour la formation. Pour la formation. Parce que les gens vont dépenser des millions. Réserver des hôtels et bien d'autres. Réserver des hôtels et les gens viendront à travers le monde. Il faut bien qu'ils soient dans un cadre approprié. Notant en plus que le négoce étant une activité hautement lucrative, on ne peut pas loger les gens dans n'importe quel environnement. Et secondo, la plupart des oligarques russes se déportent aux Seychelles. Oui. Parce que la particularité du Seychelles, c'est que en Afrique, très peu de gens connaissent ce pays. Mais en Occident, les gens connaissent très bien les Seychelles parce qu'ils sont dans une dynamique de tourisme de luxe. Oui. Si vous dites aux gens Dubaï, tout le monde va à Dubaï. Tout le monde va à Dubaï. Parce que c'est devenu un tourisme bas de gamme. Mais les Seychelles, c'est un tourisme de luxe et il n'attire que des gens qui ont des moyens. Par exemple, lorsque vous arrivez aux Seychelles, le minimum qu'on vous demande, c'est 200 € par jour à l'aéroport. Vous devez avoir minimum 200 € par jour pour votre séjour. Par contre, à Dubaï, on ne vous demande rien. Vous comprenez que achetez votre billet d'avion, déportez-vous à Dubaï. J'allais d'abord discuter avec des industriels, des financiers russes qui sont aux Seychelles. Je vous donne une anecdote et puis c'est une exclusivité pour vos téléspectateurs. Merci bien. Nous avons en ce moment aux Seychelles des financiers qui achètent des dettes. C'est dire que vous avez une entreprise qui est prête à faire faillite. Ces gens ont assez d'argent pour acheter votre dette. Et il y a des mécanismes qui existent qui font en sorte que ces dettes sont par la suite converties. Donc j'allais discuter avec ces entreprises et ce sont des choses que je montre et nous mettons en contact tous nos négociants. Parce que j'ai dit également dans une édition que la capitalisation dans le monde du négoce est très faible. Donc, sachant qu'il arrive des moments où on aura besoin d'affréter, par exemple, un navire, une marchandise quelconque, on n'a pas de l'argent, on a ces gens qui ont des liquidités et qui cherchent où investir. Ça, c'est le deuxième point. Et troisième point, nous sommes en train de mettre sur pied une entreprise dans la région. Seychelloise. Dans la région de l'Afrique de l'Est. D'accord. On appelle dans l'océan Indien. Il fallait bien que je me déplace pour voir dans quelle mesure structurer tout cela. Implémenter tout cela. D'accord. Alors dans ce numéro, nous allons un tout petit peu briser la limite. Nous allons entrer un tout petit peu dans votre intimité. Nous allons aussi, dans le cadre de cet entretien, questionner votre immense apport et patrimoine dans le négoce, sans oublier que vous donnerez à nos internautes et téléspectateurs qui nous suivent actuellement quelques perspectives et débouchés dans le négoce des matières premières sur le continent africain et comment est-ce qu'ils peuvent se mouvoir. Alors permettez-nous, dans le cadre de cet entretien, de faire une incursion de plein fouet dans votre vie intime. Parlez-nous un tout petit peu de vous, Ernest Tchakounté. On vous connaît comme le puissant négociant qui a fait des grandes études de négoce en Belgique, qui côtoie de grandes personnalités aujourd'hui, mais quel est le personnage qui se cache derrière Ernest Tchakounté, à proprement parler? Parlez-nous un tout petit peu de vous.
comment était votre enfance et comment avez-vous vécu votre enfance? Monsieur Romary Tenda, c'est une question qui a tendance à me tirer de l'âme parce que j'ai pas eu une enfance facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, certaines personnes vont voir, comme ils appellent Ernest Tchakoun ou bien Coach Ben, comme un modèle, mais c'est quelqu'un qui vient de très loin. Si on pouvait pronostiquer, je n'étais pas prévu. Il n'était pas prévu que je me retrouve ici. Parce que venant d'une famille extrêmement pauvre, parce qu'il ne faut pas dire famille pauvre. Famille pauvre, c'est des fleurs. Oui. Extrêmement pauvre. D'une famille éclatée également. Soyez précis dans les expressions. C'est un peu difficile. Éclaté. C'est assez difficile parce que, vous savez, c'est cette partie de l'histoire qu'on ne raconte pas. Lorsqu'on vient, on a plutôt l'image de l'homme fort, du négociant puissant, du négociant qui fait de grandes choses. Mais cette partie la plus difficile, lorsqu'on raconte, certains n'ont même pas, ont de la peine à croire. Mais je vais vous faire l'exclusivité. Je vous donne l'exclusivité, je vais dire. Je suis né en Ndoumbé qui est à quelques enclaves de la ville de Nkonsamba. Nkonsamba, oui. Et mes parents vivaient en Nkonsamba. À l'époque, mes parents travaillaient dans une société grecque qui s'appelle Olympia. Ceux qui sont dans la ville de Nkonsamba vont connaître l'entreprise. Et je ne sais pas, il paraît qu'après une crise, la crise de café, l'entreprise grecque a décidé de rentrer, de fermer. Mes parents décident de venir dans la ville de Douala. Une fois Douala, avec ses réalités, le couple se sépare. Vos parents se séparent? Nos parents se séparent. Il y a séparation? Il y a séparation, divorce pour être plus direct. Et ça arrive quand notre Benjamin vient au monde. C'est dit que je lâche pratiquement, je suis dans peut-être 8-9 ans. Oui. La maman étant nourrice, ne pouvant pas faire certaines choses, je me retrouve dans l'obligation de jouer le rôle de père. C'est-à-dire que je devais apporter à manger à table. Maman étant malade. Et en plus, le Benjamin naît avec des maladies. Oui. Donc maman n'était pas disponible à faire ça. C'est ainsi que je me retrouve tout jeune à fouiller dans des poubelles au marché central, ceux qui connaissent Douala, au marché central, au marché de Plantain, marché Plantain. Je me retrouve à fouiller dans les poubelles. On habitait au quartier Casino. Je pense qu'il y a un quartier Casino non loin des derniers poteaux ici à Douala. Je me retrouvais à fouiller dans les poubelles parce qu'il fallait trouver les restes de plantain, restes de bananes mûres, chercher les avocats, chercher de la tomate. Il fallait que je trouve cela avec tous les risques. Vous viviez du reste de nourriture des autres? Bien évidemment. Mis à la poubelle? Exactement. Parce qu'il n'y avait pas de quoi manger. On n'avait pas de quoi manger. On avait le choix. Et c'est là où l'être humain est assez extraordinaire. Face à des situations difficiles, il a une forte capacité de résilience. Pour nous, c'était une forme de résilience. Il fallait trouver de quoi manger. Et surtout, ne pas voler. Et je me retrouve dans les poubelles, à fouiller pour apporter à manger à la maison. Maman, une fois, j'ai apporté assez de bananes mûres. Elle était obligée de transformer cette banane mûre avec du maïs pour faire ce qu'on appelle les beignets bananes. Et c'est comme ça qu'elle a lancé le marché. Elle a commencé à baigner bananes devant la porte. Et il faut le dire, à un moment donné également, je deviens sableur. Parce qu'en face de chez nous, il y avait une rigole et il fallait entrer, sortir du sable, mettre de côté pour revendre. Ayant tellement faim, c'était un dimanche, ça c'est l'une des parties plus délicates. Et pour les gens pieux, ça va peut-être blesser, mais j'étais face à une situation de suivi. Il a fallu que je développe des stratégies pour manger. Ceux qui connaissent Douala, il y a la Via Service, non loin du Casino. Il y a une église catholique. Oui. Les dimanches, tellement j'avais faim que j'allais parfois à l'église les dimanches prendre la communion. Il fallait que je fasse 2 ou 3 tours. Un jour, un prêtre m'a reconnu et m'a fait sortir des rangs. Depuis ce jour, je suis plus allé à l'église. Tellement ça n'allait pas. Pour ceux qui me rapprochent, lorsque je souris aujourd'hui, il y a les séquelles de cette misère au niveau de ma dentition. Il y a tout un trait au niveau de la dentition parce que on manquait de quoi manger
au point où les soirs, j'étais obligé de prendre des sucreries, des bonbons, parce que maman vendait. Je mettais dans la bouche, je dormais avec pour avoir une sensation de satiété. Et avec le temps, ça a commencé à me fendre la dentition. Et heureusement qu'elle a découvert plus tôt, sinon je devais avoir peut-être la dentition tout coupée. Et bon, elle a fait ce qu'il fallait. Comme pour dire que je connais la misère, je connais le visage de la misère. Parce que chaque soir quand je me couchais, je pouvais le voir me regarder avec ses yeux sinistres. Donc comme quoi, on vient de très loin. Cette partie n'est que 10%. Parce que si je raconte d'autres, les larmes couleront parce que c'est assez difficile. C'est déjà difficile pour moi personnellement sur le plateau. Je tout ce que vous dites. Je vous donne une autre anecdote. Lorsque ceci se passe, vous pouvez me demander comment je fais pour aller à l'école. Si même manger, il n'y avait pas de naturellement. Comment je fais pour aller à l'école. Tout jeune, je me trouve en ville de Konsamba avec ma grand-maman. Et à partir de 10 ans, je commence à pousser. Il fallait que je pousse les pousse-pousse. Je pousse pour pouvoir subvenir aux besoins et payer mon école. À 10 ans, je dirais que c'est la première fois où je frôle la mort parce que j'ai frôlé tellement de fois. Tellement de fois au point où les menaces de ce genre ne m'intimident pas. Comme quoi, il est vrai qu'on meurt forcément de quelque chose, mais je suis tellement passé près de la mort que eux ne peuvent absolument rien. Ils ne peuvent pas m'intimider. À l'âge de 10 ans, j'ai un pouce, parce que ceux qui sont en Konsamba et ceux qui regardent ces émissions, on a beaucoup de personnes, on a des aînés. Je vais peut-être passer un bonjour à Rose Siewe, qui est une aînée à moi. Si elle suit, elle vous dira, on a Tiani Levis, on a Eric Nikou, on a Tchatchoua Catherine, mes amis d'enfance qui ont vu. Un jour, je suis en train de pousser une charge 3 fois, je pourrais dire 10 fois plus lourde que moi. J'arrive, il y a une colline en Konsamba qu'on appelle le quartier 6. Oui. Je déboule et le pouce se retrouve sur moi. Tout le monde crie parce que j'étais dans le carnivore. Tout le monde savait que je suis décédé, je suis mort. Les gens crient en venant qu'il est mort. Et curieusement, je ressors parce que vous savez, même la mort n'a pas besoin des pauvres. La mort refuse les pauvres. C'est fort ce que vous dites. C'est vrai. Vous allez vous rendre compte que les gens qui ont plus peur de la mort, c'est ceux qui ont les moyens. Mais ceux qui n'en ont pas, n'ont pas peur. Et puis la mort n'a même pas besoin d'eux. Donc, vous, par exemple, aujourd'hui, vous avez plus peur de la mort qu'hier? Je n'ai pas peur parce que si j'avais peur, je ne serais pas sur ce plateau. Par rapport aux menaces que je suis en train de subir en ce moment. Je n'ai plus peur parce qu'on a tellement affronté qu'on connaît le visage. D'accord. Donc, je vous expliquais que je me suis retrouvé face à cette situation qui est assez embarrassante, elle n'était pas évidente. Elle est bouleversante. Et au CM2, les parents n'ayant pas les moyens, je suis obligé de pousser pour payer ma scolarité. Il faut le dire, j'ai payé ma scolarité depuis ce moment tout seul. Jusqu'aujourd'hui. Oui. Bon, à un moment donné, les parents ont bien évidemment contribué, mais c'est depuis ce moment que j'ai appris à payer ma scolarité. Et à partir de 21 ans, je payais déjà la scolarité de mes jeunes frères parce que je connaissais les difficultés qu'on pouvait traverser. Je connaissais le niveau de difficulté qu'on traversait. Il fallait que je soutienne les parents à un certain niveau. Mais face à une histoire pareille, quels sont les rapports que vous entreteniez avec vos parents? Pour ceux qui vont écouter ce que je viens de dire, qu'ils n'accusent en rien le papa. Notre papa. Parce que, connaissant comment les gens ont tendance à juger les choses à partir d'un pan, si j'étais à la place de notre papa, aujourd'hui, j'aurais fait la même chose. Vous allez vous dire, comment il peut nous laisser une maman avec un nouveau-né et aujourd'hui, je viens prendre son parti. Il a fallu que je l'écoute des années plus tard. Aujourd'hui, je suis parent. Il fallait que je l'écoute, j'écoute sa version pour lui donner raison. Mais vous pensez qu'un homme soit capable d'abandonner ses enfants, peu importe le problème? Vous utilisez le mot abandonner, mais vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Ce qui a poussé. Ce qui a poussé. Et je dirais toujours que de l'homme à la femme, l'homme est le plus attaché à la famille. Lorsqu'un homme arrive à ce niveau, dites-vous que il n'y avait rien d'autre à faire. Je vous donne une anecdote pour que vous puissiez. On n'est pas ici pour parler de la psychologie. Absolument.
Il sera extrêmement difficile de voir un homme qui abandonne son enfant. Mais on rencontre des femmes qui jettent les enfants dans la poubelle. Après 9 mois de grossesse, naturellement. Exactement. Juste pour vous donner une anecdote, pour vous expliquer jusqu'à quel niveau les hommes peuvent supporter certaines choses. Et j'ai compris que les hommes souffrent tellement en douceur, en silence. Mais comme ils n'ont pas le droit de pleurer, on a tendance à les accuser. Donc comme quoi, je n'ai rien contre notre papa. Je lui dis encore, dès qu'on se rencontre, il est notre papa. Vous avez de très bons rapports aujourd'hui. Très bonnes relations. Vous l'aimez beaucoup. Je l'adore même à la limite. Il est adorable. Maman également, elle est adorable. Chacun a fait ce qu'il pouvait. Tout à fait. Avec les armes qu'ils avaient à leur disposition. Tout à fait. Donc je peux dire que j'ai de très bonnes relations et j'avais de très bonnes relations avec nos parents. Oui. À leur niveau, ils nous ont soutenus comme ils pouvaient. C'est ce que je pourrais dire. Ils sont encore en vie. Ils sont en vie. Écoutez, nous vous souhaitons très bonne santé et surtout veillez bien sur vos enfants, comme vous aussi vous le faites, Ernest Tchakouté, sur vos frères, parce que vous êtes l'aîné d'une famille, je pense. Bien évidemment. D'accord. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre entrée dans le monde professionnel. Comment faites-vous pour débuter dans le monde du travail? Comment débutez-vous en réalité? Cette émission, en réalité, j'aimerais que tous les jeunes, bien, pas seulement les jeunes, tous ceux qui traversent des moments difficiles ou qui vivent une situation qui n'est pas celle qu'elles devraient vivre, j'aimerais qu'ils s'inspirent. Tout jeune, lorsque je quitte la ville d'Inconsa, moi je viens à Douala, j'habite avec des amis à Côte Émeu. Et je commence à chercher parce que, sachant d'où je viens, il n'y a pas un parent qui pourra me payer un concours, qui pourra m'ouvrir certaines voies. Je suis dans l'obligation de bosser, de travailler 10 fois plus dur que tout le monde. Je commence tout doucement à travailler à Cantel, comme installateur, parce que je suis électricien de profession, il faut le dire. Comme installateur, et par la suite, je cherche des marchés, je bosse. Et je vais en Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale, je vous ai déjà dit, je vais à Dubaï. Dubaï, je commence le négoce des matières premières. Mais la clé réside en la détermination. La motivation ne suffit pas. On va être motivé, mais il faut être déterminé. L'envie de réussir est au-dessus de toute chose. Et c'est la raison pour laquelle, sans soutien véritable, la détermination était tellement grande. Et jusqu'aujourd'hui, je vous dirais, Monsieur Romari Tenda, si je veux faire quelque chose, je le fais. L'exemple est là. Je vous l'ai dit, je vous avais présenté les documents. Oui. Toutes les plaintes qui étaient contre moi. Et c'est vous-même qui nous avez recommandé que est-ce qu'il n'est pas mieux de mettre une pause? Je suis revenu vous dire, je vais les affronter. On ira jusqu'au bout. Cette détermination, j'avais pris l'engagement auprès de vous et de vos téléspectateurs qu'on aura 4 éditions à faire. Tout à fait. Rien ne viendra aujourd'hui entamer cette motivation. Je fais l'édition et on continuera. Ça vous dit à quel niveau je suis déterminé. Et j'encourage toute personne qui suivra cette vidéo. Soyez déterminé dans ce que vous faites. Faites de toute activité. Si vous voulez vous lancer dans un domaine, il faut vous positionner comme si, sans la réalisation de cette chose, votre vie pourra prendre fin. Donc faites de ça une question de vie ou de mort. Oui. Et c'est comme ça que je fonctionne. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs entreprises. Vous faites le tour du monde, certainement la fierté de vos parents également, qui peuvent témoigner quelque part au quartier que, écoutez, ce spécialiste du négoce des matières premières qui parle à la télévision est bel et bien notre fils. Après avoir traversé toutes ces difficultés, mis sur pied ces entreprises, regardez cette caméra, M. Tchakouté, et dites aux téléspectateurs et aux internautes, combien est-ce que vous gagnez aujourd'hui? De manière réelle, les chiffres. Monsieur Romari Tenda, je le dis et je le redirai encore, c'est une question piège. Je vous ai dit, le négoce des matières premières est un secteur qui est basé essentiellement sur la discrétion. Venir sur une chaîne de télévision dire combien je gagne, c'est m'attirer les ennuis. Donc, chers téléspectateurs, je suis désolé, mais dites-vous, je gagne assez bien ma vie.
Je gagne assez bien. C'est vrai que vous ne répondez pas à la question. Permettez que je la reformule. Ok, allons-y. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres sur une seule transaction que vous avez eu à faire et qui vous a peut-être fait penser que oui, je suis quand même un négociant aujourd'hui, je peux parler escalité. Et sur cette transaction, combien avez-vous gagné en chiffres, par exemple? J'en ai tellement fait que je ne sais pas desquels. Bon, je vais en profiter pour m'adresser vous donner un chiffre, en vous racontant une petite anecdote. Et ça va servir de leçon, ce que je vais dire. Je ne vais pas donner la date, Oui. parce que vous savez, il y a les impôts derrière nous. Oui. Il n'y a pas très longtemps de cela, j'en profite pour donner ce secret, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent les questions. J'avais un marché avec l'église catholique, pour ne pas la citer. Où on vous avait chassé après avoir mangé 3 fois la communion. Ben là, j'avais 10 ans. Ça, c'est plus 20 ans plus tard. Oui. C'est juste pour revenir sur l'histoire que vous avez racontée tout à l'heure. Sachez que l'église catholique fait pratiquement 2 milliards en bougies de chiffre d'affaires. Au Cameroun uniquement, 2 milliards de francs CFA, rien que dans les bougies. Vous allez me demander quel est le rapport avec le chiffre. Je rentre en contact avec l'une des églises dans un pays africain. Et il faut savoir que tout le monde peut fabriquer les bougies. Ça, c'est un secret de négociant et industriel. Je mets à votre disposition. C'est une exclusivité pour vous. Toujours des secrets. Il y a pratiquement 5 types de produits pour faire la bougie. Tout le monde peut faire. Il faut la mèche, la scie de paraffine, la scie d'abeille, la scie de colza, la scie, je pense. L'autre produit, je ne vais pas donner parce que c'est un peu plus délicat. C'est délicat, oui. On a un marché où il nous importe une très grande quantité de scie. Sachez que pour fabriquer la bougie, il suffit de prendre la scie de paraffine, qui est un dérivé du pétrole. On fait fondre en bain-marie. Vous pouvez mettre dans une tasse, dans un verre, vous mettez la mèche, vous faites couler. La production d'une bougie est de 15 francs. 15 francs CFA. 15 francs CFA. Et ça se revend, le coût de production d'une bougie est de 15 francs. Et ça se revend pratiquement 100 francs. Donc allez comprendre combien... 125 francs CFA. 125 francs. Allez comprendre combien ces gens gagnent. Je suis sur un marché de cire. Et lorsqu'on fait la livraison, je vous donne l'astuce que j'utilise. Oui. Lorsqu'on fait la livraison, j'ai gagné pratiquement, je dirais, 120 millions de francs CFA. Il n'y a pas très longtemps. 120 millions de francs CFA dans cette transaction. Je vais vous donner également une astuce que vous allez mieux comprendre. Et ça, c'est un secret négociant. Je mettrai tous ceux qui vous disent qu'ils font dans le négoce en matière première au défi, s'ils connaissent cette astuce. Il fut une année, on a un client qui a acheté un produit hautement volatile, inflammable, oui, pour un pays de l'Afrique de l'Ouest. L'acheteur nous contacte, on le met en contact entre l'acheteur et le vendeur. Je vous montre comment j'ai fait pour gagner de l'argent avec beaucoup plus d'astuces. Je mets en contact l'acheteur et le vendeur. Les deux font la transaction. Mais sauf que lors de la vente, lors de la livraison, sachant que c'est un produit qui s'évapore rapidement, j'ai assuré la produit, j'ai assuré ou bien sûr, j'ai garanti le produit. C'est dit que l'acheteur, il a acheté, il a pris le produit, oui, le vendeur, il a pris, et dans la transaction, je devais avoir quelque chose comme 150 millions de profit. De bénéfices directs. De bénéfices directs. N'ayant pas de l'argent, je prends mon bénéfice, je vais rencontrer une assurance. Je dis, voilà, voici un contrat, la livraison va se faire, j'aurai 150 millions. Je veux que vous preniez 50 millions pour garantir le produit, pour assurer le produit. Dans le négoce, on appelle ça la garantie silencieuse. C'est-à-dire que j'assure le produit à l'insu de l'acheteur et à l'insu du vendeur. Et je n'assure pas de mes fonds. Oui. J'assure à partir du pourcentage qu'ils vont nous remettre. Tout à fait. Qu'ils vont me remettre. Et curieusement, j'avais assuré la marchandise à 90%. Et la marchandise a eu un problème en cours de route. L'assurance se retrouve à nous reverser plus de 300 millions.
de bénéfices. Ceci n'est qu'une astuce et c'est des choses que j'explique rarement en public. Lorsque les gens viennent en privé, je leur donne tous ces secrets. Tous ces éléments. Et je vous dis, en fait, par exemple, ceux qui viendront sécher, il y en a plusieurs astuces de ce genre. Donc, ce n'est qu'un exemple. D'accord. N'allez pas croire, et cet argent est fini il y a longtemps. Parce que n'allez pas me demander après. Non, mais écoutez, c'est fini il y a très longtemps. Je connais quelqu'un qui a gagné 17 millions au loto. Les 17 millions sont finis. Il n'a plus un seul radis, mais il n'a jamais perdu qu'il est devenu multimillionnaire à un moment. Okay. Donc nous vous considérons comme un multimillionnaire, même si cet argent n'existe plus. Même si un ancien reste toujours millionnaire. Dans tous les cas, il faut juste avoir une bonne conception du million de francs CFA et savoir bien l'utiliser. Je propose qu'on marque une pause. Dans quelques instants, nous échangerons avec vous sur les perspectives que vous avez dans le monde du négoce. Je vous donnerai également quelques conseils, mais vous nous direz également si il y a 20 ou 30 ans, quand vous regardez votre vie aujourd'hui, il y a des choses que vous pourrez modifier. On en parle dans quelques instants. Juste le temps de marquer cette transition. À tout de suite. Merci de nous retrouver pour cette deuxième partie d'entretien consacrée essentiellement au négoce des matières premières sur le continent africain avec le témoignage exclusif d'Ernest Tchakouté, l'un des rares et seuls spécialistes du négoce formé sur le continent africain qui a bien accepté notre invitation. Merci d'être avec nous pour cette deuxième partie d'entretien, une fois de plus Ernest Tchakouté. Alors ici, nous allons voir avec vous quelle peut être l'approche que certains négociants peuvent avoir pour être plus performant dans ce domaine d'activité. Alors, d'entrée de jeu, quel est d'après vous le profil idéal d'un bon négociant? La première chose, c'est la curiosité, la détermination, la motivation. Ce sont les premières choses. Il faut être très curieux et avoir l'esprit du sacrifice. Parce que vous êtes dans une activité qui mobilise des très grosses sommes. Une activité où vous êtes capable de déclencher une guerre civile dans un pays. Parce qu'on a l'exemple du Cameroun en 2008 avec la crise de la faim. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la crise de la faim. En réalité, il y avait à manger. Je pense que je l'ai déjà raconté dans une émission. Il y avait à manger, mais les négociants ont préféré vendre les aliments qui étaient destinés aux humains, aux agriculteurs, aux éleveurs. Et au point où il y a eu des morts, pour vous dire que si vous voulez vous lancer dans le négoce des matières premières, l'une des choses importantes, c'est qu'on ne fonctionne pas avec les états d'âme. Il faut être froid. Il faut être froid, sans émotion. Et ceux qui ont l'habitude de me suivre sur les réseaux sociaux sauront que je peux être en train de fou rire à l'énervement immédiatement. Je peux transiter en une fraction de seconde parce que ça demande une certaine froideur face à certaines situations. Vous ne pouvez pas être en train de mener une activité qui influence la vie des gens, des humains, et vous êtes émotif. Non, il ne faut pas être émotif. C'est l'une des choses qu'il faut. Et surtout, avoir l'amour profond de l'Afrique. Oui. Parce que dans notre cas, nous sommes dans une dynamique où nous voulons que le plus grand nombre d'Africains soient dans le négoce des matières premières, comprendre que tout ce que nous faisons doit souvent se demander qu'est-ce que l'Afrique gagne. Oui. Qu'est-ce qu'on gagne. Mais même si vous avez ce profil d'excellent et de bon négociant, comme vous le décrivez à l'instant, quels sont les débouchés dans le négoce? Comment reconnaître et sentir ces débouchés dans le négoce? Je vous l'ai dit dans l'une de vos émissions que le négoce est le seul secteur d'activité, l'activité économique la plus lucrative au monde. Quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, les négociants interviennent. Je dis quel que soit. Il n'y a absolument, il n'y a aucun domaine qui échappe aux négociants. Pour s'en sortir dans le domaine, observez autour de vous. Qu'est-ce qui est pratique autour de vous et fouillez derrière, il y a des négociants. Donc, comme quoi, il y a des débouchés à tous les niveaux. Maintenant,
il faut faire parfois recours aux spécialistes qui viendront vous dire dans tel domaine, vous pouvez l'exercer en tant que négociant. Je vous ai pris l'exemple de la scie tout de suite, les différentes scies. Si nous avons des gens en Occident, vous pouvez vous lancer dans la scie, dans le négoce de la paraffine, le négoce de la scie, de tous ces produits. Mais malheureusement, si on ne vous en parle pas, vous ne saurez pas. Certains ne savent même pas comment se fabrique la bougie. Certains ne savent pas que ça se fait de façon banale. Tout le monde peut le faire. Comme quoi, rapprochez-vous des gens qui s'y connaissent. Ils vous donneront les astuces et les clés. Surtout, ne confondez pas, parce que beaucoup vont faire la confusion entre les employés des entreprises de négoce et les négociants. Ne pas faire la confusion. C'est comme si vous travaillez dans une banque. Travailler dans une banque ne fait pas de vous un banquier. Vous pouvez être caissier dans une banque. Vous pouvez être marketeur dans une banque. Sans être banquier. C'est la raison pour laquelle je dirais il faut faire très attention. Faire la part des choses entre un salarié dans une entreprise de négoce qui connaît un pan du négoce et un négociant plein. Abouti, accompli. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la diaspora en filigrane, ceux qui sont à l'étranger. Et ça me pousse à vous poser une question. Plusieurs personnes nous ont écrit, par exemple, de la diaspora, disant être fortement intéressés par les contenus que vous proposez, par vos multiples sorties et vos entretiens chez nous. Aujourd'hui, ces gens de la diaspora semblent être très intéressés par le négoce des matières premières, mais font face à de nombreuses contraintes de temps. Comment quelqu'un qui est dans la diaspora, avec toutes ces contraintes de temps, peut devenir un excellent négociant? Est-ce qu'il y a un moyen d'y parvenir? Si oui, lequel? Avant de répondre à la question, je vais revenir un peu plus en arrière pour que les choses soient claires. Vous savez, je vous ai expliqué que je viens de très loin. D'une famille, dirons, disloquée, sans moyens, on a réussi à se hisser. Je dirais à toute jeune, tout Africain, parfois dans la diaspora ou pas, si sans moyens, je réussis à me hisser et sortir du lot, quelqu'un qui a vers la famille, qui avait ses parents, qui l'ont envoyé à l'école, qui lui ont donné un toit, qui parfois ont mis des moyens pour le faire parvenir, aller en Occident, et une fois là-bas, il ne s'en sort pas, pour moi c'est une insulte. Je lui dirais qu'il se fout de moi, parce que vous ne pouvez pas avoir tout ceci et vous ne vous en sortez pas convenablement. Si vous vous contentez de ce que vous avez, dites-vous que vous avez un problème. Il faut viser plus, il faut viser très haut. Pour dire que si vous êtes dans la diaspora, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que, primo, vous avez une double appartenance. Vous avez parfois un passeport de votre pays d'accueil. Vous avez parfois la peau déjà et un autre passeport pour vous. Il y a forcément des secteurs hautement rentables auprès de vous. Et il suffit de regarder autour pour comprendre que ceux qui sont à côté de vous ont besoin de ces produits. Et vous, l'essentiel de ces produits viennent d'Afrique. Donc, comme quoi, celui qui est à la diaspora, il est, je dirais à la limite, condamné à faire le négoce parce que je l'ai dit, dans tous les domaines d'activité, le négoce exerce et appliqué. Maintenant, prenons l'exemple du cuivre. Vous pouvez être basé dans un pays européen et sachant qu'une bonne partie de cuivre vient de l'Afrique, vous pouvez être négociant de cuivre. Vous pouvez être négociant de café. Vous pouvez être négociant de sésame. Vous pouvez être négociant d'huile de palme. Et il faut même le dire. Il y a un élément essentiel dans l'huile de palme que certaines personnes jettent, qu'on appelle la cire de palme, qui est utilisée dans les bougies également. Vous pouvez être en Occident, vous devenez négociant rien que de cire de palme. Parce que dans nos campagnes, lorsque nos bonnes mamans font, ou bien nos agriculteurs ne savent pas que la masse, la pâte qui reste est utilisée dans la fabrication de bougies. Vous pouvez devenir négociant rien que de cire de palme. Vous comprenez qu'il y a tellement... On a plusieurs de nos frères et nos sœurs, on a plusieurs de nos frères et nos sœurs qui font dans la médecine. Ils sont des infirmières. Vous pouvez devenir négociant dans des appareillages.
Et rien ne vous empêche. Vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Vous avez ce double passeport. Oui, mais comment le faire pour eux, avec les contraintes de temps qu'ils ont? Est-ce qu'ils doivent se former? Est-ce qu'ils doivent faire autre chose? Comment ils doivent faire concrètement? C'est parfois ce domaine qui bloque. Certaines personnes pensent que le négoce des matières premières demande de se mettre à plein temps. Non. Vous êtes en Occident, vous êtes dans le domaine, vous êtes déjà dans une activité, vous pouvez consacrer 2 heures par jour. D'abord, vous consacrez 2 heures. Plus le temps passe, vous avez votre premier marché. Je dis n'importe quoi, vous avez 10, 20, vous gagnez peut-être 200 000 euros. Oui. Vous pouvez en ce moment mieux vous organiser et vous structurer. Mais au début, vous devez commencer d'abord 1 ou 2 heures, le temps de comprendre comment ça marche. Et l'un des avantages que je dirais un peu, c'est que tout ce que nous formons, je l'ai déjà dit, nous les intégrons dans un groupe. Et dans ce groupe, je suis présent. Il y a des aînés académiques. Lorsque vous avez un problème, vous soumettez le problème dans le groupe. Les anciens vous répondent. Moi également, je suis là pour vous répondre. Et ça leur donne l'occasion de tisser le réseau dans leur pays. Parce que sur tous les continents, nous avons des négociants formés. Oui. Comme quoi, vous pouvez être en Occident, vous décidez de faire 2 heures d'activité dans le domaine du négoce. Oui. Et puis tisser des relations avec les gens que nous avons formés qui sont même dans la zone géographique. Et puis c'est comme ça que vous pouvez avancer. Vous pourrez avancer. Et pourquoi pas décrocher des contrats et suivre des marchés qui pourront vous donner 120 millions de francs CFA, comme M. Tchakounté. Bien plus. Et bien plus, pourquoi bien pas. Bien plus. Voilà. Alors, quelques questions pour sortir de cet entretien. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé dans la première partie de cet entretien d'une formation que vous allez donner aux Seychelles très bientôt. Donnez-nous 2 domaines. 2 domaines dans lesquels vous allez former des apprenants pendant cette formation aux Seychelles. 2 domaines sera, je dirais, dévalorisé. Parce que nous parlons de beaucoup de domaines. On apprendra par exemple comment on peut se servir de la finance volatile. Comment, j'ai pris l'exemple des Russes tout à l'heure, comment vous pouvez vous approcher des financiers qui vont investir dans votre activité sans que vous ne mettez le moindre centime. On apprend cela. On apprend comment on peut se servir des banques pour financer ou bien autofinancer des projets. On apprend comment se positionner, comment être des négociants forts et puissants. Et derrière, il y a tellement de choses, tellement de secrets. On vous montre comment approcher les entreprises, comment négocier des marchés. On vous montre également comment prendre un produit de bout en bout. Surtout, le plus important, comment exercer le négoce des matières premières sans avoir à se ruiner. C'est dire que vous payez votre formation, vous venez, on vous donne toutes les astuces, on vous explique comment vous pouvez commencer et exercer dans ce milieu sans dépenser le moindre centime. Ça, c'est des choses extrêmement importantes. Aucune école de commerce ne vous apprendra ceci. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la garantie silencieuse. Oui. Aucune école ne vous apprend la garantie silencieuse. Aucune école. C'est l'expérience du terrain qui vous apprend cela. L'expérience qui nous apprend cela. Ça, c'est entre autres les choses que nous aurons que vous allez apprendre. Vous allez apprendre à vos apprenants aux Seychelles. Mais est-ce qu'après le Seychelles, il y a d'autres endroits? Vous allez donner une autre formation ou bien d'autres formations sur le négoce en Afrique? Il faut le dire, je suis sur le point, je suis en train de vouloir laisser les formations parce que c'est assez chronophage. Et l'activité en elle-même me bouffe déjà assez, me prend déjà assez de temps. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons qu'une seule formation par an. Et probablement la prochaine aura lieu soit à l'île Maurice ou à Singapour. Allez comprendre pourquoi l'île Maurice. Nous sommes aux Seychelles. Seychelles, on est à Dubaï. Dubaï, on est à Zanzibar. Zanzibar. Probablement l'année prochaine sera à l'île Maurice ou à Singapour. Mais ça me fait penser au scandale des Panama Papers. Pourquoi vous ne ciblez que les paradis fiscaux? Monsieur Romari Tenda, vous me ferez dire des choses. Parce que tous ces pays sont considérés comme des paradis fiscaux. C'est vous qui le dites. C'est ce que je dis, le journaliste. Monsieur Romari Tenda, ne me faites pas dire certaines choses. Ceux de vos téléspectateurs qui ont la jugeote, qui peuvent comprendre au-delà des mots,
nous retrouverons et apprendrons beaucoup de choses. On ne dit pas tout, c'est une chaîne de TV, devant une caméra. Il y a trop de secrets dans le négoce apparemment. Extrêmement de Alors, secrets. sortons de cet entretien par cette dernière question et qui vous concerne directement. Alors, s'il y a 20 ou 30 ans en arrière, vous aviez les mêmes moyens qu'aujourd'hui, qu'auriez-vous fait Ernest Diakhoumté de différent? Monsieur Romaric Tenda, si j'avais les mêmes moyens que j'avais aujourd'hui, j'irais même, si on me disait qu'il y avait une formation dans le négoce, à l'autre bout du monde, j'irais. Qu'il faut aller même acheter un jet privé pour y aller, j'irais. Parce que, il faut le dire, pour atteindre ce niveau, ça m'a pris beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Et si j'avais les mêmes moyens, je ferais 10 fois plus. Je ne manquerais pas l'occasion de sauter. Je ne manquerais pas. En fait, je profiterais de l'occasion. De toutes les occasions qui se présenteraient au niveau du négoce. Ça, c'est sûr. Je vis du négoce aujourd'hui. Ma qualité de vie a carrément changé aujourd'hui. Vous m'avez déniché à cause du négoce. Et ce que je vous dis, les secrets que je vous donne, je doute fort que vous ayez déjà rencontré ou bien discuté avec l'un de vos panélistes qui vous parlait de ce genre de choses. Parce que la plupart du temps, on est dans les banalités, les choses dont tout le monde connaît. On peut facilement les avoir. Et les vrais secrets, en fait, demandent de faire d'énormes efforts pour les avoir. À défaut, dès que ça devient accessible à tous, ça rentre dans le domaine du public. Ça rentre dans le domaine public. D'accord. Merci beaucoup Ernest Diakhoumté. Merci pour cet entretien. Merci surtout pour votre courage, votre témérité, votre détermination et surtout votre envie de laisser à la jeunesse africaine un héritage profond qui est celui de la formation en profondeur. Je vais vous dire quelque chose pour finir. Oui. C'est quelque chose qui va renforcer ce que j'ai dit au début. Savez-vous que je n'ai pas de photo d'enfance? Tellement, ça n'allait pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pourquoi? Tellement, ça n'allait pas. On était tellement dans la misère qu'il n'y avait même pas de moyen de se filmer. J'ai eu à retrouver 2 photos. Une photo lorsque j'avais 5 ans et après près de 15 ans. Comme pour dire que même au quartier, je n'avais pas le temps de jouer avec des amis. Parce que ça n'allait pas du tout. On était tellement concentrés à vouloir survivre. Et c'est l'une de nos aînés dont je parlais tout à l'heure, c'est Siewe, qui me rappelle que mais, tu n'as pas de photo d'enfance. On trouve, tous les enfants du quartier sont sur les photos, mais à part toi. Et elle se rappelle que vous étiez dans une souffrance absolue. Et on était obligé à la limite même de se cacher. Parce qu'il ne fallait pas exposer notre misère aux yeux du monde. Je souhaite que vos enfants suivent cette émission pour en prendre un tout petit peu de la graine et savoir ce qu'il en est des difficultés traversées par papa pour être où il est. Et ça pourra leur donner des éléments sur comment eux aussi peuvent travailler pour construire leur propre vie et leur propre patrimoine. Merci encore, Ernest Diakhoumté, pour cet entretien. Merci, monsieur Romaric. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet autre numéro avec Ernest Diakhoumté. Dites-nous, pour assurer les téléspectateurs, y aura-t-il une 5e émission ou pas? Je vous promets, il y en aura. Il y en aura. Merci infiniment. On se retrouve bientôt avec un autre invité. D'ici à là, prenez soin de vous. On rappelle une fois de plus les dates de formation pour le Seychelles du 14 au 20 octobre 2022 aux Seychelles. Aux Seychelles et probablement une autre, si j'ai le temps, bien évidemment. Parce qu'il faut le dire, nous faisons une seule formation par an. Parce que si j'ai le temps, on aura une formation probablement en juillet 2023, comme je l'ai dit, à l'île Maurice ou à Singapour. Merci infiniment. Retenez la date du 14 au 20 octobre prochain. La formation des négociants aux Seychelles avec Ernest Diakhoumté qui était déjà balisé le terrain pour toutes les personnes qui viendront pour la formation. Quant à nous, nous garantissons déjà que nous viendrons pour cette formation. Si vous aussi vous êtes intéressés, merci de nous suivre. Personnellement, j'y serai. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Merci à toute l'équipe technique qui a travaillé autour de cette émission. On se retrouve bientôt avec un autre invité, avec le même plaisir, le même désir. Prenez soin de vous et sachez que vous valez mieux que quiconque dans votre développement. À très vite. Bakari.